La suite de cette émission, c'est avec l'actualité du côté du port autonome de Douala, où l'on parle de ce blocus ayant trait au scanning des marchandises, en conflit entre le port autonome de Douala et la société SGS. Certains indicateurs nous font état de ce que c'est progressivement une paix de braves qui s'installe du côté du port autonome de Douala entre les deux entités. Je commence par Robert Wafo. Robert, on sait que vous suivez de près cette actualité du PAT avec la société SGS. On a également eu plusieurs correspondances cette semaine. Est-ce que nous pouvons dire ce matin que, enfin, nous sommes en train de retrouver la sérénité du côté du scanning au port autonome de Douala? Vous savez, voyez-vous, il y a cela 2 semaines, sur ce plateau, je vous avais dit que ce que vous appelez happy end, je vous avais dit qu'il fallait qu'on en arrive là. Parce que, voyez-vous, le port autonome de Douala n'est pas le port indépendant de Douala. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Ils ont évoqué l'article, donc le décret, je crois que c'était de 2019, c'est un truc comme ça. Mais je tiens donc, portant réorganisation du port autonome de Douala. Oui, il y a ce décret. Mais le Cameroun a signé, n'est-ce pas, des accords internationaux. Par exemple, le code des douanes de la CEMAC, qui définit le territoire portuaire et qui soumet les ports maritimes à la surveillance administrative de la douane. C'est dans le code des douanes CEMAC. Donc ça veut dire que même le scanning des marchandises, la circulation des personnes et tout, c'est soumis au code, donc c'est soumis à la surveillance administrative de la douane. Or, quand on prend l'article 45 de la Constitution, tous les accords et traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois. C'est vrai que les ministres ne peuvent pas venir évoquer ça comme ça, de peur, n'est-ce pas, de dire que ce décret-là, le décret de 2019, mérite d'être retiré, purement et simplement. Bon ben maintenant, moi, dimanche passé, j'avais pris également, j'ai fait ressortir une autre raison. La raison constitutionnelle. D'un côté, on a, n'est-ce pas, le chef d'état-major particulier du président de la République, qui écrit pour dire, le président m'a dit que, on m'a dit que. Et de l'autre, on a le premier ministre, chef du gouvernement, autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République, qui convoque une réunion en tenant compte des prérequis institutionnels, c'est-à-dire il y a donc son présent, le ministre de tutelle, donc les ministres de tutelle, en l'occurrence la tutelle financière, Louis-Paul Motazé, la tutelle technique, le ministre des Transports, Ngalle Bibert, et le ministre de la Communication qui par ailleurs SGS, donc PCA de la SGS. Et au sortir, le ministre Ngalle Bibert parle aux Camerounais. C'est-à-dire, il donne le compte rendu de la réunion. Et par la suite, le secrétaire général des services du Premier ministre fait un communiqué pour nous faire comprendre les directives qui ont été prises par le Premier ministre. Mais c'est quand même incroyable. On est dans quel pays là? Où tout un Premier ministre donne des directives et un simple directeur général d'une entreprise à capitaux publics, 100%, cherche à freiner des 4 fers. Je vous avais dit que ça ne pouvait pas tenir. Et je vous avais dit que le DG du port autonome de Douala là-bas, il va lâcher du lest. Je vous l'ai dit ici. Je vous l'ai dit ici. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Et ce n'est pas parce que le Premier ministre est un anglophone que des clans
francophones qui sont transformés en gants. Je dis, j'assume. Ça n'a rien à voir. Une affaire d'anglophonie. Laissez-moi finir. Je ne suis pas sûr que si le Premier ministre avait été un francophone, c'est-à-dire qu'on aurait agi de la même manière. Pourquoi une telle grille de lecture? Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Il faut qu'on arrête ça. Parce que je ne peux pas comprendre. Dans l'architecture constitutionnelle de ce pays, au sein de l'exécutif, quand le Premier ministre donne des directives, la seule personne capable de contrecarrer ces directives, c'est le président de la République. Il fallait donc attendre que le président de la République très bien. Vous allez chuter. Donne sa position là-dessus. Et s'il allait contre le Premier ministre, à ce moment-là, on pouvait remettre en cause cette directive. Le président de la République ne l'a pas fait. Maintenant, ça pose le fameux problème de l'authenticité des hautes institutions ou bien des hauts oui, comme c'est maintenant devenu le haut oui. Merci. Et celui qui a même répercuté le haut oui n'a jamais bénéficié d'un décret portant délégation de signature. Merci. Le seul qui a bénéficié de cela dans ce pays, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Lui qui est habitué à donner des hautes instructions. Posez-vous la question de savoir pourquoi, en ce qui concerne cette affaire, il ne l'a pas fait. Et maintenant, ça pose également le problème de scanning au port autonome, pose également le problème du choix économique qui a été fait. Et je chute par là en 30 secondes. Un scanner, c'est-à-dire un scanner haut de gamme, un appareil de scanning haut de gamme, c'est dans les 3, ça coûte 3, avec rayon X et tout, ça coûte 3 millions de dollars, donc environ 1,8 milliard de francs CFA. 4 scanners, ça fait 7,2 milliards. Pourquoi le Cameroun n'a pas installé lui-même ces scanners, donc ces appareils de scanning là-bas? Parce qu'en moyenne, par an, il y a à l'importation uniquement, c'est environ 180 000 conteneurs qui entrent au port de Douala. Si une opération de scanning coûte 85 000 francs CFA d'un conteneur, quand on fait 180 000 francs, non, 180 000 conteneurs fois 85 000, on est à 15 milliards 300 millions. Ça veut dire que si on avait installé nos propres appareils de scanning, les 4 devaient revenir à 7 milliards d'euros. Déjà dès la première année, on allait encaisser 15 milliards 3. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un retour sur investissement et le reste, même dès la première année, pouvait aider l'État, n'est-ce pas, à engager des projets d'infrastructure et autres. Pourquoi on ne l'a pas fait? Donc, moi je dis, c'est vivement que cette affaire-là s'arrête, parce que le DG du port autonome de Douala a enfin respecté, c'est vrai, c'est pas de son gré, il a été forcé, il a capitulé en rase campagne par rapport aux directives du Premier ministre. Les mots ne sont pas forts. Les mots ne sont pas forts. Parce qu'il a d'abord voulu résister. On va passer la parole il a d'abord voulu résister. Wanangini. On vous a suivi, M. Wafo. Permettez également donc au professeur de vous suivre, de parler, dans l'espoir que vous allez également l'écouter tranquillement, comme vous avez écouté tout à l'heure. Hein. Professeur, cette affaire du scanning au port autonome de Douala a encore remis au goût du jour le fameux problème des hautes instructions entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Première préoccupation. Deuxième préoccupation, quelle est votre analyse sur l'aboutissement, entre guillemets, de ce problème qui a quand même retenu l'attention des plus grandes personnalités de la République, y compris les populations camerounaises? Merci de me donner la parole. Nous sommes dans une situation curieuse où les gens veulent accepter les directives du Premier ministre chef de gouvernement, mais où il refuse les instructions, les hautes instructions du président de la République. Bon, il est tout à fait normal que si le Premier ministre chef du gouvernement donne des directives, qu'elles soient suivies, mais ceux qui donc acceptent qu'on suive ces directives doivent aussi accepter qu'il y a les hautes instructions du président de la République. Or, c'est eux qui ont sémé le doute dans le fonctionnement de l'État, en querellant les hautes instructions de la République, en disant qu'elles étaient purement fictives, parce que ça les arrange dans leur travail de sape politique de ceux qu'ils considèrent comme leurs adversaires. Ça, c'est pour répondre
sur ce point. Maintenant, sur le fond de l'affaire, il n'est pas nécessairement sûr que tout soit réglé. Il n'est pas Vous avez encore des doutes? Non, il n'est pas nécessairement sûr que tout soit réglé, parce que les problèmes de fond vont demeurer. Tout à l'heure, il a été dit que le Cameroun pouvait effectivement, à un moment, lui-même prendre en charge le scanning, c'est-à-dire la surveillance. Effectivement, c'est une orientation qui peut sembler appropriée, qui est même clairement appropriée. Mais vous voyez bien que ceux qui étaient en mesure de décider ne l'ont pas fait. Il faut donc vous interroger pourquoi ils n'ont pas choisi cette orientation. Vous avez des questions bizarres, professeur. Oui, mais... On peut voir des soupçons dans votre questionnement. Mais je dis... Vous soupçonnez qui? Attendez, ce n'est pas un problème de soupçon. Moi, j'analyse et je décortique. Pourquoi ils n'en ont pas décidé de récupérer ce qui avait été concédé à un moment donné à cette société SGS pour le fonctionnement, pour un meilleur fonctionnement des services compétents de l'État, c'est-à-dire des services de douane. Et puis, rien n'empêche, pour autant que le management du port autonome de Douala trouve ça pertinent, que lui-même dispose de ses propres instruments, de ses propres installations de contrôle. Oui, non, pourquoi? Parce que le port de Douala est une entité autonome. Si ce n'est pas port indépendant, ce n'est pas non plus port dépendant. C'est port autonome. Ça signifie que même s'il y a des services souverains qui interviennent à l'intérieur de l'espace portuaire, ces services eux-mêmes doivent suivre en partie, pour même le bon accomplissement de leur mission, également les règles pour lesquelles le management du port autonome est compétent. Maintenant, on avait dit également la fois dernière que si on veut que le problème soit réglé, il faut aller dans le sens du compromis. Il faut aller dans le sens du compromis. Et je vous avais dit, parce qu'on laisse entendre maintenant que le directeur général recule. Non, le directeur général lui-même, avant même qu'il y ait eu des injonctions, le directeur général du port autonome de Douala lui-même avait entrepris de créer un dialogue avec la structure concernée. C'est cette structure qui avait rejeté. Maintenant, pourquoi je vous dis que ce n'est pas terminé? Ce n'est pas terminé parce que sur le terrain, quand il y a des conflits dans les organisations, on peut avoir un niveau où les gens vous font croire que le problème est réglé. Mais en réalité, de manière pratique, les luttes continuent. On appelle ça notamment les conflits de marge de manœuvre. C'est-à-dire que chacun va utiliser ce que ses compétences lui permettent pour gêner ou pour clairement... Mais ça risquera d'être, professeur, une collaboration par embuscade. Justement, à la fin, nous ne sortirons pas de l'auberge. Nuisible pour le Cameroun. C'est d'abord nuisible à son image. Voilà pourquoi je dis et je redis qu'il faut déjà commencer par accepter les hautes instructions du président de la République, accepter ensuite les directives et on descend ainsi dans l'organisation hiérarchique de l'État. Il faut également, dans cette perspective-là, que les gens comprennent quel est l'intérêt de l'État. L'intérêt de l'État, c'est qu'au port autonome de Douala, où rentre le plus d'opportunités de recettes, cela soit bénéfique au Cameroun et dont les bras de fer, qui sont sous-tendus par ailleurs par des intérêts spéciaux, malgré l'utilisation de positions publiques, que cela s'arrête. Michel Michaud-Moussala, nous parlons donc là du scanning du côté du port autonome de Douala. J'ai essayé de discuter avec certains. Alors, ma réalisation me fait comprendre que le professeur Mila Assoute s'impatiente une fois de plus du côté de Nairobi. Rebonjour, professeur Mila Assoute. Professeur Mila Assoute, bonjour. Pourtant, le professeur Mila Assoute était en repérage il y a quelques secondes. Michel Michaud-Moussala, l'intérêt supérieur de la nation est-elle présente dans cette affaire? Écoutez, l'intérêt supérieur de la nation est-il présent dans cette affaire au port autonome? Depuis l'entame de cette affaire EGS et le problème du scanning en PIAD, je pense qu'il faudrait faire très attention parce que j'ai écouté beaucoup de gens sur des plateaux de télévision
avec un certain nombre de sorties. Moi-même, j'en ai été, mais je ne me suis pas approfondi à dire un certain nombre de choses. La SGS ne vient pas au Cameroun en 2015. C'est ça. La SGS existe au Cameroun depuis 1987. Tout à fait. Entre 1987 et 2015, la SGS a fonctionné sans avoir un contrat. Et ça, il faut que les Camerounais le sachent. Le tout premier PCA que j'ai connu, parce que j'ai écrit sur la SGS. Donc la SGS fonctionnait comme des Bayam Salam. Comme des Bayam Salam. Et c'était le président. C'était le C'est ministre. le Bayam Salam. Le Bayam Salam, c'était le ministre Renaud. Il me souvient qu'il y a 18 ans, quand j'ai fait une dénonciation sur des virements bancaires que la SGS faisait à l'étranger, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. On m'a pressé. On m'a dit que comme tu viens dans le journal, comme tu penses que tu es le journaliste le plus d'investigation, on va te montrer. Ça, c'est le procès du RDPC. Allez-y. Je veux dire ceci. La gestion. D'où vient le scanning, mon cher parfait? Il y a des opérateurs économiques, je ne vais pas donner des noms, à ce temps, qui commandaient des champagnes dans des conteneurs. Et à l'époque, c'était une visite physique. Vous êtes inspecteur de douane, vous ouvrez le conteneur et vous le regardez du fond. Ce qui se passe devant vous, et ce que vous donniez. Et c'est rentré dans un domaine de la mafia. Je me souviens des problèmes à scandale de Nicoroa. C'était une grande surface. Il faut que vous réfléchissiez la mémoire au Camerounais, qui sache d'où est venu même le scanning. Le problème du scanning, c'était des fausses déclarations de l'eau que les gens se refusaient de déclarer en tant que tel. C'est là l'État du Cameroun s'était regardé pour dire que non, mais notre machine économique n'est pas en train de donner les effets escomptés. Mais comment est-ce qu'on vient de couvrir la SGS seulement en 2015? Même pas en 2015. La SGS vient d'être découverte suite au malentendu entre le port et eux. Moi, je suis d'accord avec le professeur Onandjini qui disait tantôt que ce n'est qu'un aspect du problème qui s'endort. Et cet aspect, il faudrait que les leviers politiques sachent comment rationaliser cette affaire d'une manière ou d'une autre. L'affaire, telle que ça se discute dans les chaumières, sachez que l'affaire n'est pas close. Et il suffit de bouger les lignes politiques dans ce pays, cette affaire va revenir en surface. Il faut que les gens le sachent ainsi. Parce qu'on a donné l'impression aux Camerounais qu'il y a une mauvaise approche de la gouvernance qui apparaît être illogique entre ceux du port qui malheureusement ont constaté des failles dans le contrat qui a été signé à la SGS. Ce qui est indéniable, que les lignes ne bougent pas le sommet, que ça bouge pas le milieu, dès que c'est ça que le professeur Ouna voulait dire, il veut dire que d'une manière ou d'une autre, les lignes pourront bouger si Biya bouge son gouvernement là. Cette histoire de la SGS va revenir. D'une manière ou d'une autre, la SGS est appelée à perdre son contrat. Et c'est pour ça que je dis à Cyrus Ngo, qu'il soit là au port, qu'il ne le soit pas, qu'il soit parti hors du port ou qu'on l'enlève, ce qui est évident. L'affaire restera. L'affaire restera. Quiconque viendra va chasser la SGS. Il faut qu'on le dise de cette manière, parce que les failles sur l'approche de la lecture du contrat, la SGS, quand j'écoute mon frère et ami Wafo, dire, parlant de la pyramide administrative telle qu'il faut la respecter. Oui, mais avant celle-là, il s'en est passé une. Il y a la présidente de la République. Qu'on accepte ou pas. On reviendra dessus. Voilà, qu'on accepte ou pas, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que l'affaire du port, il faut pouvoir décortiquer ça de cette manière. La SGS n'a pas joué franc jeu. Comment est-ce que la SGS vient signer un contrat en 2015 pendant qu'ils étaient au Cameroun depuis 1987? C'est la question qu'il faut bien se poser. Demandez aux militants du RDPC. Moi, je fais une analyse. Parce que j'ai été acteur, malheureusement. J'ai été acteur et il fallait prendre du recul parce que j'ai vu ma vie, très bien, à un moment donné, vouloir être basculé. Merci, Michel Michon-Sala. Merci d'avoir eu peur.